Donc bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Nous accueillons aujourd'hui 3 auteurs. On va commencer par l'auteur jeunesse, jeune adulte, oui. Donc qui écrit de la fantaisie. Donc est-ce que tu pourrais d'abord te présenter, Valérie, s'il te plaît? Bonjour à tous, alors je m'appelle Valérie Simon et puis j'écris. Donc je me soigne, je l'ai beaucoup aussi. J'ai fait des études de plasticienne, donc en art. J'ai fait des études aussi de narration cinématographique. Je travaillais en agence de publicité et puis à côté, j'ai toujours écrit. Donc voilà. Alors tu es venu aujourd'hui nous présenter, donc tu es venu avec 3 livres en fait. Les 2 premiers d'une série qui est plus ado, disons. Non, en fait moi j'écris vraiment pour des adultes à la base. Après c'est vrai que ce sont des textes qui sont accessibles à des plus jeunes. Donc voilà. La première série que je présente en les 2 premiers tomes, c'est une série qui est abordable à partir de 11-12 ans. D'accord. C'est une histoire linéaire qui n'est pas trop compliquée à comprendre, donc qui effectivement est possible pour les plus jeunes. La deuxième série, elle, est plus vraiment orientée adulte, avec abordable à partir de 15-16 ans. Donc c'est celle-ci dont on va parler un peu aujourd'hui, parce que c'est celle-ci que j'ai lue pour l'instant. Donc Coup d'État, donc c'est le premier d'une série de combien, tu penses? 2. 2, d'accord. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe dans le livre? Donc c'est l'histoire d'une jeune fille. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui est princesse de naissance et qui va donc hériter du royaume de son père. Sa naissance a été aléatoire puisqu'elle n'était pas programmée par C'est un pays qui est dirigé par un empire, et en particulier par une secte de femmes qui essayent de s'approprier du pouvoir, mais de façon un petit peu subtile, en fournissant des concubines au cours royal. Et elles essayent de tirer les ficelles à droite à gauche, en voulant à tout prix maîtriser toutes les répercussions politiques de tous leurs actes. Et elles réussissent plutôt pas mal. Et elles réussissent plutôt bien, parce qu'elles sont bien formées, ça existe depuis des millénaires, et donc voilà, elles s'en tirent plutôt bien. La maman de la princesse dont on va suivre le parcours ne devait pas du tout épouser le roi qu'elle a épousé. Et donc à partir de là, elle était une renégate, elle s'est fait assassiner et la naissance de sa fille n'était pas du tout prévue. Ce qui fait que la jeune fille, elle a un statut un peu étrange. Officiellement, elle est l'héritière d'un royaume, mais officieusement, elle ne devrait pas l'être. Donc du coup, elle a plein d'ennemis. Oui, et notamment cette secte de femmes, qui, paradoxalement, elle a été placée pour être protégée le temps de son enfance par le père. Donc elle a suivi une formation particulière qui en fait à la fois des guerrières très sophistiquées et des manipulatrices psychologiques. Donc elle a les atouts de ce genre de femme, mais en même temps elle est renégate. Des manipulatrices qui manipulent par leur charme notamment. Par leur charme en particulier, par leur intelligence également, mais effectivement par leur charme relativement sexuel. Il y a le personnage de ce gourou féminin, la vieille dame. Carrément une vieille sorcière. La vieille sorcière, oui, qui est assez... qui est la chef suprême, qui a beaucoup plus d'autorité que l'empereur qui finalement entre ses mains est un fantoche, et qui elle est un personnage très vieux, très sage également, très intelligent, qui est un petit peu comme une araignée au niveau du poil, qui tisse vraiment les intrigues dont elle est possible. Et ce qui intéresse cette secte dans ce royaume dirigé par le père de l'héroïne, c'est le cristal. Oui, parce que le royaume dont va hériter la jeune princesse est le royaume le plus riche de l'Empire, parce que c'est le seul endroit où on arrive à trouver sur les côtes, sur la plage, une matière qui permet de fabriquer une matière qui s'appelle le cristal. Donc, le cristal est une matière à la fois très solide, très légère, très belle, donc qui va inspirer les artistes, mais qui va permettre également de construire des vaisseaux qui peuvent être tractés par ces espèces de dragons, donc aller dans les cieux, parce que c'est une matière qui est plus légère que l'air. Donc à partir de là, cette matière est rare, et très importante pour l'économie de tout l'Empire.
Et donc c'est un royaume particulièrement riche. Oui, qui attire les convoitises, Voilà. qui est indépendant. Il ne faut surtout pas que cette jeune fille devienne héritière, parce qu'en plus elle connaît les armes de la secte. Voilà, elle est vraiment la jeune fille, enfin l'héritière à abattre, parce qu'elle aurait trop de puissance à la fois par son royaume et par sa formation, par son éducation. Donc aussi bien l'Empire que la secte va mettre tout en œuvre pour essayer de l'assassiner. Et elle va devoir se battre. Et elle se bat et elle va avoir beaucoup de problèmes. Et heureusement, elle a deux chevaliers servants. Un au départ, et puis un autre qui vient se greffer. Alors bon, déjà, elle est quand même soutenue par son père et par tous les grands qui sont inféodés à son père. Hein. Donc elle a quand même des alliés. Et surtout, elle a un chevalier servant qui était un jeune garçon qu'elle a connu petite, qui a grandi, qui est devenu un soldat, qui est fou amoureux d'elle et qui va effectivement tout faire pour qu'elle survive, enfin voilà, qu'il y ait son garde du corps. Tu disais qu'elle était soutenue par les chevaliers, par les ministres de son père, mais il y en a qui la voient d'un mauvais œil, parce qu'elle est un peu rebelle. Bah, elle est rebelle, donc elle rentre vraiment pas dans le moule, et puis surtout elle est quand même la fille de sa mère. C'est la fille de sa mère qui a amené des problèmes dans le royaume, puisque bon, elle est une femme qui était très belle, qui a tourné la tête au roi, qui l'a fait sortir de ses rails, donc qui a amené tous ces problèmes, qui a amené l'œil de l'Empire aussi sur le royaume. Donc voilà, elle a cet héritage-là qui fait que personne n'a vraiment envie... voilà, on la considère quand même plus comme une gêne que comme un atout. Donc dans ton livre, les personnages féminins sont particulièrement forts. Oui, parce que déjà ça m'intéresse. Bizarre. Surtout dans la fantaisie actuelle, même passée, il y a très peu de personnages féminins avec... il n'y a pas vraiment d'héroïnes. On part souvent sur des guerriers, sur des hommes très forts. Et très peu d'auteurs femmes aussi. Très peu d'auteurs femmes également, surtout en France. Donc du coup, déjà, j'avais ce positionnement-là, et puis après, en plus, c'est vraiment ce qui m'intéresse, parce que c'est une étude un peu sur le pouvoir, c'est une étude sur le fanatisme également, c'est une étude sur le statut de la femme, parce que c'est le reflet de notre monde actuel. Hein. On est dans un monde qui est très patriarcal, avec chaque fois les têtes de royaume qui sont des hommes. C'est un hasard qu'elle arrive à hériter. Donc oui, on y voit le pouvoir, on y voit la lutte de pouvoir, donc le pouvoir, l'argent, et on voit aussi, j'ai trouvé beaucoup de poésie dans ton livre. Ça, c'est mon autre dada. Notamment dans tes descriptions de paysages, tu as créé un monde de toutes pièces, et c'est des descriptions très poétiques, j'ai trouvé, et ce qui le rend encore plus agréable à lire. Moi qui ne suis pas du tout versé dans la fantaisie, c'est vrai que ce qui m'a frappé au premier coup d'œil. Disons, c'est un petit peu ma patte personnelle, justement, dans le monde de la fantaisie, c'est que bon, on n'est pas inféodé juste à de l'action avec des coups d'épée, des combats, et puis on avance, et un galop de cheval, etc. Moi, je voulais il y en a, mais je voulais qu'il y ait une dimension en plus. Donc déjà une dimension esthétique, parce que bon, c'est un petit peu mon dada, j'ai une formation plasticienne, des couleurs, des choses comme ça. Donc j'aime bien cet aspect-là. Il y a l'aspect narratif aussi qui est important, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai étudié et que j'ai aimé. Et après, j'aime la poésie, et donc pour moi, d'écrire des paysages, je voulais transcender la beauté de ce monde. Et donc ça passe par un aspect un peu poétique. Tes paysages sont des vrais tableaux, quoi. Il y a des... Tu avais sélectionné quelques extraits, toi? Oui, je crois que après je sais plus ce qu'on avait choisi. Tu sais plus, d'accord. Comme ça, non, depuis longtemps. Non. Enfin voilà, donc en fait, oui, les paysages sont vraiment très très bien écrits. Il y a notamment ces montagnes, oui, bah, ces déserts. C'est parti sur un monde qui est plutôt au nord, donc qui est plutôt froid. Les plages sont roses, justement à cause de la matière qui va permettre de fabriquer le cristal qui, elle, sort d'un petit animal, un gastéropode marin. Et donc ça donne une poussière qui va colorer les plages en rose. Donc déjà, de base, il y a un aspect esthétique qui émerge, qui donne une ambiance. Voilà, donc poésie, action, donc ces personnages féminins qui sont en lutte les uns contre les autres, lutte de pouvoir. En fait, je pense que moi, ce que j'ai voulu traduire, c'était un monde où les femmes avaient envie d'exister,
et qui utilisaient à la fois leurs propres armes, donc la séduction, et les armes d'hommes, parce qu'elles voulaient intégrer à tout prix le pouvoir. Donc c'est aussi une façon de montrer une égalité, mais en même temps le côté qui va plus vers le fanatisme et vers le côté intransigeant. Donc mon héroïne, elle va être justement à l'équilibre entre ces deux points. Et alors sur les deux cultures, elle a voilà. la culture du royaume et la culture qui a été inculquée par cette secte. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que tu as lu le livre, donc est-ce que tu as des choses à ajouter ou Je conseille. Voilà, c'est sûr pour le conseil. Mais sinon, vous avez des questions sur le livre, sur la série, sur ce que fait Valérie, sur l'autre série aussi que moi je n'ai pas encore lu. Peut-être nous en parler aussi un peu de ta première série? Alors la première série est dans un univers toujours de fantasy, mais cette fois bien différent. Coup d'état, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de magie, c'est très humain. Ce qui fait la fantaisie, c'est plutôt l'ambiance, les paysages, les animaux qui existent, et puis le fait qu'on soit dans une ambiance vraiment médiévale. La première série est différente parce que là, on est vraiment dans le conte et dans la légende. On a de la magie, chaque chose magique est reliée soit à des ondines, soit à des fées qui existent dans les choses, dans les rochers, dans les arbres. Donc c'est un univers qui est vraiment très basé sur le merveilleux, où là on a une jeune fille qui a été élevée comme une déesse vivante dans des hommes, et qui est née moitié elfe, moitié démon, qui est déjà assez extraordinaire. Et donc elle va se retrouver à vivre plein d'aventures parce qu'elle est la seule à maîtriser une pierre magique. Donc c'est à la fois plus classique comme trame, et puis on suit quand même une héroïne. Parce que la trame du coup d'état est plus compliquée. Coup d'état, oui, parce qu'il y a des intrigues, il y a plein de personnages secondaires qui sont importants, qui sont décrits de façon à ce qu'on puisse s'y attacher également. Et puis ce qui m'intéressait dans Coup d'état aussi, c'était pas de montrer que tout était blanc ou noir, mais en fait chaque être humain peut avoir des motivations qui lui sont propres et qui de son point de vue ne sont pas si forcément méchantes. Alors que dans la première série, c'était quand même plus manichéen, plus net. Il y a le blanc, bon, il y a le noir qui est mauvais, le méchant est méchant de A à Z, l'héroïne est gentille jusqu'à la fin. Enfin voilà, c'est moins subtil comme approche. C'est vrai que dans Coup d'état, il y a pas mal de personnages qui ont plus des zones d'ombre. Oui, parce que voilà, je veux dire, même l'héroïne, elle a été marquée par le meurtre de sa mère, par l'absence d'affection de son père, donc je veux dire, elle a un passé très lourd. Tous les gens qui gravitent autour d'elle, que ce soit des amis ou ceux qui vont être considérés comme des ennemis, ils ont tous leur propre passé, leur propre vie, leurs propres intérêts, leurs propres caractéristiques aussi. Et ce qui fait que bon, certains ne sont pas forcément. On va les classer méchants parce qu'ils s'opposent à l'héroïne, mais ils ne le sont pas forcément systématiquement. Ils sont méchants par antagonisme. Voilà, parce que voilà, ils ne sont pas dans le bon camp. Rien n'est tout blanc, tout noir. Voilà, c'était vraiment le challenge qui m'intéressait, parce que je voulais vraiment traduire ce côté humanité, humain. Et donc sur la couverture, vous avez la photo, enfin le dessin d'un tréorne. Un tréorne. Donc tréorne, donc c'est ce qui leur sert de chiot. C'est un univers en fait qui a été réinventé en gardant certaines caractéristiques. Il y a des chevaux également, et comme on est dans un univers étrange, différent, merveilleux, il y a aussi toute une faune qui n'existe pas comme on la connaît. Et donc en particulier, il y a ces montures-là qui sont comme des supra-chevaux, plus grands, plus rapides, qui sont des reptiles, qui sont aussi très agressifs. Il y a des espèces de dragons qui sont des barres, qui traînent des vaisseaux, qui sont apprivoisés télépathiquement, qui permettent d'emmener ces vaisseaux dans les cieux. Et puis après, il y a des tas de petites bestioles reptiliennes. Et puis il y a la chimère. Et puis le ver à deux têtes qui est terrible. Oui, qui est l'arme des assassins. Qui a des dents empoisonnées. Oui, et deux têtes. Et deux têtes. Y a-t-il des questions? Waouh! Tu l'as peut-être dit au départ, mais pourquoi la fantaisie et pas... Non, j'en ai pas parlé. Donc c'est une bonne question. Bon, merci de m'avoir posé. Déjà parce que
J'aime bien tout ce qui est contes et légendes. Depuis que je suis toute petite, j'ai lu énormément de contes, de légendes, des légendes régionales, des légendes françaises, des légendes européennes, mondiales, etc. Donc c'est un univers déjà de base où je me sens à l'aise, parce qu'il y a ce côté merveilleux et très imagination, et puis en même temps c'est plein de symboles. Donc moi, naturellement, j'y vais très facilement. Après, pour un auteur comme moi, je veux dire, c'est un monde de liberté extraordinaire, parce qu'on réinvente entièrement un univers, on crée une faune, on maîtrise tout de A à Z, on peut tout mettre dedans, il n'y a pas de limite en fait. Un espace de liberté totale. Voilà. Après, j'ai un style qui est à la fois poétique et assez emphatique, et je trouve que ça colle bien à la fantaisie, parce que justement, ça lui donne cette espèce... c'est épique, il y a du souffle, on est dans une saga, avec tout le bon sens du terme, et ça permet justement... enfin, moi, ça me permet vraiment d'exprimer totalement. Voilà. D'autres questions, Quentin, ici, non? Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour un peu du coup d'état et des 2 premiers volumes. Tu as aussi écrit, il me semble, un recueil de nouvelles que tu n'as pas là. Non, je l'ai pas envie. Et c'est toujours style fantaisie ou c'est vraiment différent? Non, c'est pas de la fantaisie, c'est plus fantastique. Hein. Il y a un petit peu de tout dedans, mais ça me permet justement d'explorer d'autres domaines différents de la fantaisie, sur des formats plus courts. Par contre, je vais parler de vampires, je vais parler de zombies, de clones. Et tu as participé donc aux ouvrages qu'a ramené Sylvie, Oui. les entonnoirs. Oui, j'ai participé à donc deux ils sont des anthologies de textes. Voilà. C'est des recueils où on est plusieurs auteurs à écrire dedans, et ben voilà, j'ai un texte qui est voilà, les entonnoirs qui sont nouvelles, écrites par différents auteurs. Voilà. Ils sont très bien faites aussi.